Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un petit lapin. Un petit lapin, tout petit, qui s'ennuyait comme ça tout seul dans le jardin d'Éden. Alors, le grand dieu lapin, le voyant s'ennuyer, sortit non pas de sa côtelette, mais de son chapeau magique, une demoiselle lapine. Ainsi donc, on se retrouva avec un petit couple de bébés lapins. Ceci au premier mois. Que donc se passa-t-il alors au second mois? Eh bien, nos lapins grandirent. Nos lapins grandirent et devinrent adultes. Et alors, mademoiselle commença à se faire jolie. Et alors qu'elle se faisait de plus en plus jolie, notre jeune petit lapin la remarqua et se dressèrent alors ses oreilles. Nous sommes alors au deuxième mois. Que se passa-t-il alors au troisième mois? Eh bien, messieurs, dames, nous n'avions plus que 2 lapins. Nous avions 2 lapins adultes et 2 petits bébés supplémentaires. Mais oui, 2 petits lapins supplémentaires, et là, le hasard faisant bien les choses, nous avions un petit mâle et une petite femelle. Nous avions donc, à ce troisième mois, 2 couples, alors qu'au premier mois, nous n'avions que 1 couple, au second mois que 1 couple, au troisième mois, nous avions alors 2 couples. Je vous le demande, que va-t-il se passer au quatrième mois? Eh bien, nous aurons toujours nos 2 parents adultes. Les bébés seront devenus adultes eux aussi. Et nous aurons en plus à nouveau une paire de petits bébés. À nouveau, nous avons de la chance, un mâle et une femelle. Que va-t-il alors se passer au cinquième mois? Vous m'avez compris, l'idée est la suivante. Il nous faut 1 mois pour qu'un couple de bébés lapins devienne adulte et donc fécond. Et ensuite, à chaque mois, comme c'est bien connu, les lapins prolifèrent et donc à chaque mois, une paire de lapins adultes donne naissance à une nouvelle paire de bébés lapins. Ainsi donc, au cinquième mois, nous avons toujours nos lapins bleus ici. Nous avons toujours notre première paire de bébés nés de cette union qui, elle aussi, a enfanté. Nous avons nos lapins ici verts qui, eux, sont devenus grands. Et nous avons en plus les premiers lapins bleus qui, à nouveau, ont fait des petits. Donc au cinquième mois, nous aurons 5 couples de lapins. Et au sixième mois, recommençons encore une fois, une dernière fois, nous aurons toujours notre couple de lapins verts qui, eux, auront enfanté. Nous aurons nos lapins bleus les premiers qui, eux, auront re-enfanté encore. Les petits ici seront devenus grands. Ici, nous aurons toujours nos lapins rouges. Les petits seront devenus grands. Et ceux-ci auront donné naissance à une nouvelle paire de lapins. Nous aurons donc 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8 couples de lapins. Si nous récapitulons tout cela, nous pouvons faire un tableau avec le mois, premier mois, second mois, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et on peut compter ici le nombre de couples de lapins. Premier mois, nous n'avions que une paire de lapins enfants. Second mois, cette paire de lapins enfants a grandi, devenu adulte. Au troisième mois, ils ont enfanté 2 couples de lapins. Au quatrième mois, nous avions 3 paires de lapins, 5 paires de lapins, 8 paires de lapins. Et on pourrait continuer cela ad aeternum et s'amuser avec nos lapins de Pâques. Où donc veux-je en venir? Alors, pour vous dire où je veux en venir, il me faut vous parler de Léonard de Pise et non de Vinci. Léonard de Pise dit également Fibonacci. Fibonacci, XIIe siècle, est le fils d'un marchand et son papa de marchand, ayant de l'argent et voulant que son fils apprenne les mathématiques, car pour faire du bon marchandage, du bon commerce, il faut maîtriser les nombres, il l'envoie étudier dans les meilleures, à l'époque, ce qu'on pourrait appeler universités, qui se trouvent à l'époque au Moyen-Orient et sur le pourtour méditerranéen. Ainsi donc, Fibonacci, Léonard de Pise, apprendra par exemple l'algèbre, qui n'avait pas encore la forme telle que vous la connaissez et que vous adorez aujourd'hui, qui est enseignée à l'époque par Al-Khawarizmi, qui va inventer différentes choses, dont des algorithmes et algebra pour faire de l'algèbre. Il va donc voyager durant beaucoup d'années et apprendre plein de choses au sujet des mathématiques. À son retour en Italie, à Pise, Léonard de Pise, Fibonacci, va écrire un livre qui s'appelle Liber Abaci et il va se poser différentes questions mathématiques. Parmi ces questions, Fibonacci se pose la question de la prolifération des lapins. Il observe cette prolifération et il essaye de la modéliser, il essaye de l'expliquer mathématiquement par un modèle. Il va donc se dire que chaque bébé lapin lui faut 1 mois pour devenir fécond et reproducteur. Il va se dire qu'ensuite, à chaque mois, ce bébé lapin va donner naissance avec un partenaire à un autre couple de bébés lapins et il va faire quelques simplifications en disant qu'à chaque fois, ces enfants seront et un mâle et une femelle, comme nous l'avons vu, et il va se dire aussi qu'ils peuvent copuler ensemble et enfanter ensemble ses frères et sœurs et à chaque fois, de nouveau, à chaque mois, donner des enfants. Ça nous donne ce tableau que nous avons commencé à développer. Et donc, si nous poursuivons ce travail que nous avons commencé jusqu'au 6e mois pour compter ces lapins, nous étions arrivés ici, jusqu'au 6e mois où on avait 8 couples de lapins, on peut le continuer ad aeternum. Ici, je l'ai fait jusqu'au 20e mois et on voit alors apparaître une série de nombres ici encadrés qu'on appelle la suite de Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Et on remarque alors, si je commence avec un exemple simple, par exemple ici au 6e mois, nous avions alors obtenu 8 couples de lapins. Ce sont les 8 couples de lapins que j'encadre ici. 8 couples de lapins qui provenaient des 5 couples de lapins préexistants ici. C'est les 5 couples de lapins du 6e mois qui maintenant sont tous adultes, plus 3 nouvelles paires, 3 nouveaux couples de bébés lapins engendrés, eux, que par ceux qui étaient adultes au 5e mois et qui donc existaient au 4e mois. Ainsi donc, on obtient ce nombre 8 en faisant la somme des lapins, des paires de lapins, des couples de lapins qui étaient déjà existants au 5e mois, plus ceux qui existaient au 4e mois, les 2 mois précédents. Ainsi donc, le 55 ici est obtenu en faisant 34 plus 21, le 1597, 987 plus 610, et on comprend bien que je peux aller ainsi à l'infini.
En quoi ces nombres ont-ils réussi à exister, à être connus encore maintenant au XXIe siècle, alors même qu'ils paraissent finalement issus d'une espèce de jeu bizarre autour du nombre de lapins, modélisé qui plus est par quelque chose d'assez peu orthodoxe, dira-t-on. Eh bien, il se trouve que cette suite de Fibonacci est très présente dans la nature. Au XIIe siècle, Fibonacci fait son modèle de la prolifération des lapins, obtient sa suite très bien. Bien plus tard, les botanistes, les naturalistes vont observer la nature et vont se rendre compte qu'à plein d'endroits, on retrouve des termes de la suite de Fibonacci. Typiquement ici, prenons le cœur d'un tournesol, nous remarquons qu'il y a des spirales dans ce tournesol qui tournent dans un sens et dans l'autre. Eh bien, messieurs, dames, avez-vous déjà regardé un tournesol dans les yeux, dans son cœur? Si vous comptez le nombre de spirales qui s'enroulent dans un sens et celles qui s'enroulent dans l'autre sens, vous trouverez toujours, je ne l'ai pas fait, mais je fais confiance à la science, vous trouverez toujours 2 termes consécutifs de la suite de Fibonacci. Ici, sur la partie gauche de cette image, vous voyez en effet qu'il a été compté 21 spirales s'enroulant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et 34 spirales s'enroulant dans le sens des aiguilles d'une montre. De même, si vous regardez les coquillages, nous allons trouver un enroulement et une suite de rayons de cet enroulement qui correspond à nouveau de manière très fidèle à la suite de Fibonacci. Ici, 1, 2, 3, 5, 8, 13, représentant ce qu'on va appeler une spirale de Fibonacci et représentant les rayons des quarts de cercle consécutifs formant ce coquillage, cet enroulement. De même encore dans la végétation, on remarque très souvent la pousse des feuilles ou des ronds sur une rose s'aligne parfaitement avec cette suite de Fibonacci. Donc, à ce stade, ce que nous remarquons, c'est que la nature semble avoir choisi cette suite pour faire de beaux ouvrages. Retenons ce beau ouvrage, car ça va être important par la suite dans notre art. Allons plus loin encore avec cette suite de Fibonacci. Si, pour des raisons obscures, j'explore cette suite et je m'amuse à calculer le rapport du n plus unième terme divisé par le rapport n. Qu'est-ce que cela donc signifie? Par exemple, ici, je vais calculer le rapport entre ce 34 divisé par ce 21. 34 divisé par 21 et je le place là. Vous voyez ce que cela donne? Ça me donne cette suite de nombres. En effet, ici, ce 1 est obtenu en faisant 1 divisé par 1. Ce 1,5 en faisant 3 divisé par 2. Ce 1,6 périodique, 5 divisé par 3, etc. Et on voit alors que ces nombres tendent vers un nombre bien précis qui ressemble à quelque chose du style 1,61, 8033, etc. Un nombre qui, a priori, n'a rien de si spectaculaire. Très bien, lorsque j'augmente mon nombre de mois, ce rapport tend vers un nombre qui ressemble à 1,618. Très bien. Donc, ce nombre vers lequel nous tendons, on peut montrer qu'il vaut 1 plus la racine de 5, tout ça divisé par 2. Si je fais ça à la machine, qu'obtient-on? 1 plus 5 racines égale, et ceci je le divise par 2. Voilà ce nombre. 1,618033998. Très bien, jusque-là, intéressant. Si maintenant ce nombre, je décide, toujours pour des raisons obscures, de l'élever au carré, voyons ce que cela donne. Donc, élevons ce nombre au carré, j'obtiens 2,618033989. Et là, oh, wow, incredible shot, je remarque que toutes les décimales sont les mêmes. Il se trouve donc que ce nombre que je vais noter, phi, si je l'élève au carré, il vaut exactement phi plus 1. Que se passe-t-il si ce nombre phi, j'en prends son inverse?
Eh bien, voyons cela. J'ai mon nombre phi ici. J'en prends l'inverse et j'obtiens 0,61, 80, 33, 989. Et à nouveau, je constate que toutes les décimales sont les mêmes. Et ainsi donc, 1 sur phi est exactement égal à phi moins 1. Il est sans dire que ce nombre a des caractéristiques incroyables. Ce nombre, on l'appelle le nombre d'or. Et on le note parce qu'il est magnifique. On le note phi. Et il vaut 1 plus racine de 5 sur 2, soit environ 1,618033 989. Et donc ce nombre phi, si on se rappelle de notre rapport, a à voir avec la suite de Fibonacci. Et donc ce rapport phi a à voir avec cette beauté que l'on retrouve dans la nature. Ce nombre phi, il a donc plein de caractéristiques algébriques, arithmétiques, c'est-à-dire liées au nombre. On voit que phi carré, comme je l'ai montré, est égal à phi plus 1, mais phi cube, ce n'est rien d'autre que 2 phi plus 1, etc. Il y a toute une série de belles relations, et vous n'êtes pas là sans remarquer que l'on retrouve encore les nombres de la suite de Fibonacci. En effet, phi carré est égal à 1 phi plus 1, 1 et 1 étant deux nombres de la suite de Fibonacci consécutifs, mais tout en bas, phi puissance 7, c'est 13 phi plus 8, et à nouveau 13 et 8 sont deux nombres de la suite de Fibonacci. On retrouve aussi le nombre d'or phi dans la géométrie. On le retrouve spécialement ici dans différentes constructions géométriques, et par exemple aussi dans la grande pyramide. On peut s'amuser à aller rechercher des nombres d'or un petit peu partout maintenant. Puisque Dieu avait mis là ce nombre d'or et ses rapports et cette suite de Fibonacci dans la nature, à l'époque de la Renaissance, on s'est dit, mais si on veut se rapprocher de Dieu, l'Église à cette époque étant très présente, il nous faut utiliser ce nombre d'or et ces rapports de la suite de Fibonacci. Afin de se rapprocher de la beauté faite par Dieu dans la nature et dans la nature humaine, les artistes à la Renaissance ont essayé de retranscrire ce nombre d'or et cette suite de Fibonacci à travers leurs œuvres. Ici, la naissance de Vénus de Botticelli, 15e siècle si je ne me trompe pas, fait apparaître cette structure avec le nombre d'or. De même, ici, les Demoiselles d'Avignon de Picasso, même chose, on fait apparaître là-dedans la structure du nombre d'or. Le David de Michel-Ange également. Même on est allé chercher dans les structures de l'Antiquité, le Parthénon, ici sur l'Acropole à Athènes, on peut éventuellement y trouver des traces du nombre d'or. Est-ce que réellement c'est le cas? On ne sait, mais néanmoins, si la lettre phi a été utilisée pour décrire ce nombre d'or, c'est parce que nous pensons que l'architecte ici du Parthénon, de ce temple grec dédié à la déesse Athéna qui est à Athènes, l'architecte Phidias, ce serait en son honneur qu'on aurait donné cette lettre phi. De même, on a commencé à chercher dans les grandes pyramides, la grande pyramide de Khéops. Là aussi, est-ce réellement quelque chose qui a été voulu par les architectes? On ne le sait pas, on ne le saura jamais, mais néanmoins, on peut trouver des rapports phi dans différentes apothèmes, dans différentes longueurs de cette grande pyramide. Est-ce que nous le cherchons trop volontairement et qu'on cherche à avoir cette conclusion? Je ne sais, mais néanmoins, c'est surprenant. Léonard de Vinci lui-même s'est posé la question, du coup, je parle bien ici cette fois-ci de Léonard de Vinci, y a-t-il une beauté cachée dans le corps humain? Et là, messieurs, dames, on peut s'amuser à se mesurer. Si on mesure notre taille, la taille totale divisée par la hauteur jusqu'au nombril, on pourrait éventuellement obtenir le nombre d'or, ou pas loin, c'est-à-dire 1,61. De même, si sur un doigt constitué de 3 phalanges, vous mesurez très précisément la longueur de ces 3 phalanges, eh bien, si je les appelle respectivement A, B et C,
la longueur de ces trois phalanges, on va avoir que C sur B égale environ B sur A égale à nouveau environ phi. Maintenant, à nouveau, cherche-t-on absolument à trouver ce nombre d'or partout? Il y a d'autres endroits où on pourrait trouver ça. Si vous prenez votre jambe et vous mesurez la longueur du pied, que je note A, la longueur du tibia, que je noterai B, à nouveau, on trouve quelque chose assez proche du nombre d'or. Est-ce tiré par les cheveux ou pas? Néanmoins, on peut s'amuser à le faire. À ce stade, messieurs, dames, je vous laisse à vos réflexions de lapin de Pâques, en vous disant, ben oui, dans les mathématiques, dans la nature, il y a plein de beauté, il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder, de chercher. Il y a peut-être même un nombre d'or quelque part dans cette spirale de l'amour, comme Fibonacci semble le prétendre sur cette allégorie. Et je vous laisse à vos œufs et à votre chocolat. Reposez-vous bien. À tout bientôt. Bonsoir.